Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette deuxième rencontre de Jason pour le Beluga Ultra Trail. Donc, on va continuer sur la même lancée qu'on avait fait la dernière fois. Je vais quand même vous représenter les gens qui sont présents avec nous. Donc, je me présente, Maxime Drolet. Je suis responsable des communications pour les Trails Saglac. On voit présentement aussi sur l'écran Marie-Christine Dion, qui est la directrice générale des Trails Saglac. Bonjour à tous. Et nous avons avec nous notre kinésiologue préférée, kinésiologue en or, Natacha Gagné, si tu veux te présenter rapidement. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis originaire du Saguenay. Ça, c'est le plus important dans l'histoire. Kinésiologue. Je pratique maintenant depuis plusieurs années à Québec. J'entraîne plusieurs coureurs, des trailers et aussi plein d'autres gens qui font d'autres disciplines, mais ma spécialité, c'est vraiment la course à pied. Donc, génial. Pour le fonctionnement, on va fonctionner comme la dernière fois. C'est très simple. J'ai divisé la rencontre en 3 points, on va dire, pour aider les gens à diriger leurs questions. Donc, on va parler d'abord et avant tout d'équipement. Ensuite, on va parler un peu plus de la course en tant que telle, donc la journée même de la course et des parcours. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça. Et on va terminer avec un sujet on est très familier avec celui-là, c'est les fameuses blessures. Donc, on va pouvoir parler si vous avez des inquiétudes, si vous posez des questions sur comment gérer des blessures durant la course. On va pouvoir l'aborder durant cette partie-là. Donc, on va commencer sans attendre avec la première partie qui est l'équipement. Est-ce qu'il y a des gens dans la réunion Zoom qui auraient des questions par rapport à l'équipement? Vous pouvez soit prendre la parole ou lever la main avec l'icône réaction dans le bas de l'écran. Ne Oui, je soyez pas pense qu'on a quelqu'un. Oui. Oui, bonjour, je m'appelle Geneviève. Je vais avoir plusieurs questions aujourd'hui, mais là, je vais commencer avec les équipements. Dans le fond, je pense que j'ai posé la question sur le hotmail, je n'étais pas sûre d'être là, mais en tout cas, je vais vous raconter plus tard pourquoi je suis là. Dans le fond, je sais qu'on a la permission d'avoir un drop bag. Puis, avec nos belles températures cette année, j'ai vraiment l'intention d'avoir peut-être une deuxième paire de souliers. Puis, je voulais savoir comment qu'on procède si on connaît personne dans les ravitaux, parce que moi, je suis de l'extérieur. Dans le fond, on va être remis un drop bag, mais comment ça va marcher? Ma question est très spécifique. Pour le remettre, exemple, je ne sais pas, au deuxième ravito, là, c'est ça ma question. C'est assez, Parfait. Je c'est pense ça. que je vais laisser Marie-Christine répondre à cette question-là. Bonjour Geneviève, effectivement. Vous avez la possibilité de laisser des sacs, mais ce ne sont pas des drop bags que vous allez pouvoir avoir au second ravito. Donc, c'est vraiment OK, seulement des sacs que vous allez, je ne sais pas quelle distance tu fais le 45. Le 45, ben, au départ, quand tu vas venir chercher ton dessert le vendredi soir, parce que pour le 45, il faut que tu viennes chercher ton dessert Oui, absolument le vendredi, on va te oui. remettre un sac ultraviolet sur lequel ton nom va être identifié. Puis tu vas pouvoir déposer des vêtements ou des choses supplémentaires que tu vas avoir à porter dans l'autobus le matin avec toi ou sur OK, ta OK, course, mais ça ne sera malheureusement pas accessible sur le parcours. OK, Oui, pas de problème. c'est malheureux, mais tu sais, on va mettre un Non, non, il n'y petit a pas de problème. rap, puis après ça, tu peux accéder à tes choses, mais tu sais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Tadoussac, le matin, il peut faire 5 degrés, des fois, il peut faire Hmm. plus frais, surtout sur le bord du fjord, mais tu peux partir avec une veste plus chaude, il y en a qui partent avec des tucs, avec des Mhm. pantalons, puis qui laissent ça tout simplement de part, mais tu ne pourras pas récupérer tes choses, à moins de les récupérer seulement à l'arrivée dans l'endroit qui va être spécifié où la tente repart. Parfait. Merci. De rien. Donc, merci beaucoup pour votre question. Est-ce qu'on avait d'autres personnes qui avaient des questions par rapport à l'équipement? Ben, moi, je vais compléter pour aider un petit peu Geneviève, là. Je vous invite, Geneviève, là, si les souliers, c'est votre préoccupation, à vous amener peut-être des bas secs aussi dans votre sac d'hydratation, là. Puis peut-être une crème pour vos pieds que vous allez avoir préalablement testée qui va aider à garder vos pieds plus au sec, dépendamment du temps que vous pensez prendre pour faire le 45 km. Parce qu'effectivement, si le terrain est très boiteux puis que vous avez le souci d'avoir les pieds mouillés,
ben, ça peut être une pièce d'équipement qui va vous sauver, pas la vie, mais les pieds. C'est bon. Bon. Génial. Est-ce qu'on avait d'autres questions concernant l'équipement? Donc, si on n'en a pas, moi, j'en ai. Donc, je vais continuer là-dessus. Natacha, premièrement, je te pose une question qu'on avait déjà posée à l'autre rencontre, mais je trouve que c'est important quand même de la répéter. Ça concerne les chaussures. Là, on le sait, on approche vraiment, on est à 1 mois de l'événement à peine. C'est quand notre date limite là, pour changer nos chaussures si on veut être sûr de ne pas se blesser durant la course? En fait, là, ça dépend vraiment du type de chaussures que vous voulez changer et du type de chaussures pour lequel vous voulez le changer. Si ce sont des chaussures qui se ressemblent en matière de flexibilité, d'épaisseur de semelle, de drop, la drop, ça, c'est la hauteur du talon versus celle des orteils. Peut-être qu'on peut entamer un changement cette semaine en l'essayant dans notre longue course de fin de semaine. Mais dès qu'on a une douleur, là, il faut prévoir retourner à la maison puis mettre nos vieilles chaussures. Si ce sont totalement des nouvelles chaussures qu'on a trouvées dans la couleur rose qu'on cherchait depuis 1 an déjà, puis qui sont totalement différentes, on va essayer ça après la course. C'est pas le temps de commencer. Puis l'insertion de cette chaussure-là doit être très, très, très graduelle. Fait qu'on doit commencer par des périodes de 1 kilomètre à la fois. Donc, je dirais que si vraiment notre chaussure nous a fait faux bond, on essaie de la remplacer par quelque chose qui y ressemble le plus possible. Puis cette semaine, c'est pas mal la date limite, là. Mais des accidents, ça arrive. Hein? Ça se peut qu'on déchire notre chaussure dans une sortie de trail puis qu'on doive en essayer une nouvelle paire ou qu'on doive aller en chercher une avant la course. Et si c'est le cas, assurez-vous que votre chaussure se rapproche le plus possible de celle que vous aviez ou que vous avez à remplacer. Parfait. Je pense qu'on peut quand même continuer aussi sur cette trame-là, justement. Là, on parlait de la nouvelle paire de chaussures roses qu'on aime. Si, là, je trouve le kit parfait pour moi pour aller courir. Est-ce que c'est une bonne idée d'essayer, par exemple, une paire de shorts ou une brassière de sport ou quelque chose comme ça que j'ai jamais porté dans un entraînement le jour de la course? Pas le jour de la course, c'est le temps là. S'il vous reste des très longues sorties à faire, c'est le temps d'essayer ces vêtements-là que vous aimeriez porter dans la course ou pendant la course. C'est important de se sentir beau, de se sentir belle, de se sentir bien dans nos vêtements quand on fait un événement comme ça. Je suis convaincue que ça l'aide à la réussite de l'événement. Fait que c'est le temps là, de les essayer. Je vais vous partager une expérience personnelle. Il y a 4-5 semaines, je suis partie faire un week-end choc, donc 2 grosses sorties. Là, j'avais mis des shorts que je mettais super souvent quand je faisais mes longues sorties. Mais à la fin de la première journée qui avoisinait 6 heures de course, là, j'avais l'intérieur des cuisses toutes rouges, là, tellement que je pouvais plus courir, là, j'avais trop mal. Donc, ça me fait réaliser que je devais poser une action pour pas que ça se passe. Puis, en fin de semaine, lorsque j'ai fait ma longue course, j'ai mis exactement ces shorts-là. Sauf que j'ai utilisé du Glade pour... c'est ça, hein, Glade, hein? Ouais, de la crème anti-frottement pour éviter justement que mes cuisses frottent ensemble. Ça a super bien été. Fait que ça m'aura permis d'apprendre à ne pas reproduire cette erreur-là. Paraît-il que les abrutis reproduisent les mêmes gestes qui les ont menés à faire une erreur. Fait que j'ai essayé de pas trop être abruti pour ça. Fait que je vous suggère la même chose. Parfait. On a quelqu'un dans le chat, on a Marie-Pierre qui avait demandé à partir de quelle distance est-ce qu'il est bien de prévoir des bâtons de course? Je pense qu'à partir du 17 km, dépendamment de notre situation, ça peut être envisageable, dépendamment de si vous êtes habitué ou non de travailler avec des bâtons, du fait qu'on a une blessure ou pas. Donc, 17 km, on peut commencer à penser à utiliser les bâtons. 45 km, un petit peu plus. Il y a des coureurs qui ne les utiliseront pas du tout, que ce soit sur le 45 ou dans des distances un petit peu plus basses. Mais c'est vraiment à vous, à partir du 17. Merci Marie-Pierre Vincent pour ta question. C'est ma meilleure amie.
Oui, je connais bien Marie-Pierre. Ouais. Si je peux me permettre, pour les bâtons, je vous rappelle que les bâtons sont permis sur toutes les distances du Beluga Ultra Trail. Toutefois, vous devez être conscient qu'au 17 km, qui est notre distance la plus populaire, sur laquelle nous avons présentement plus de 325 personnes d'inscrites, ça va être difficile si vous êtes à l'avant d'avoir vos bâtons. Fait que si vous voulez utiliser des bâtons sur le 17 km, personnellement, je vous recommande de vous positionner vers la dernière partie du peloton ou de ne pas les utiliser au départ au moins. Peut-être de les ranger dans votre sac ou de les avoir là, dans vos mains, mais de ne pas nécessairement les utiliser dans le sentier d'approche et dans la première section du 17 km parce que ça va être beaucoup plus encombrant que aidant, c'est certain. Fait que vous pouvez les avoir, mais sachez que vous allez pouvoir les utiliser différemment pour le 17 km au début. Génial. Moi, j'avais une dernière question à poser par rapport à l'équipement. Donc, on le sait, on en a parlé un peu plus tôt. On a une température qui est extrêmement changeante ici, surtout dans le coin de Tadoussac. Vous savez, si vous partez pour le 45 km à 4 heures du matin, il se peut que la température soit plus proche du 0 que du 20 degrés. En fait, ma question pour Natacha, c'est est-ce que tu penses qu'on est mieux de s'habiller avec une doudoune, avec des choses comme ça, et de les enlever seulement sur place ou arriver déjà en short, en camisole, quitte à geler au début? Comment tu vois là, ça là, par rapport à l'habillement? Ben, moi, je pense que c'est une question qui peut devenir très personnelle, hein. Il y en a qui tolèrent plus le froid que d'autres personnes. Vous avez le privilège d'avoir un drop bag que vous allez pouvoir laisser à la ligne de départ qui va être ramené à la ligne d'arrivée. Alors, ça vaut la peine de prévoir les pantalons, la doudoune, la tuque, les gants pour avoir chaud le plus longtemps possible. Quand on a froid, on demande de l'énergie à notre corps, puis c'est de l'énergie qu'on va avoir de moins pour réussir notre événement. Donc, c'est ce que je vous suggère. C'est sûr que partir avec une tuque, partir avec des gants, commencer la course avec ça, c'est pas grave parce que ça prend pas beaucoup de place dans notre sac après quand on veut les ranger. Partir avec des pantalons, si vous prévoyez pendant la journée à être en short parce que vous avez regardé la météo la veille ou l'avant-veille, quand vous avez préparé votre gear de course, votre équipement de course, bien là, à ce moment-là, au départ, je n'aurai pas mes pantalons. Je vais les enlever. Je vais accepter d'avoir un petit peu plus froid au niveau des membres inférieurs. C'est pas très grave parce que c'est loin des organes internes. Puis, je vais filer, puis assez vite, vous allez avoir une chaleur corporelle qui va s'installer. Vous savez, là, s'il fait très froid le matin, il existe aussi des manchons. Alors, c'est des espèces de manches qu'on va mettre en dessous d'un T-shirt. En fait, c'est des trucs comme ça là, qui vont s'arrêter ici. Puis qu'on va avoir en dessous de notre T-shirt, dans le fond, ça s'enlève super bien avec des gants, puis ça se transporte très bien aussi. Alors, si vous avez peur de geler, généralement, on vend plus ça pour les cyclistes, là, mais si vous avez peur d'avoir froid au départ, ça, c'est quelque chose que vous pourriez considérer acheter. C'est pas très dispendieux. Fait en résumé, si vous êtes frileux, si vous êtes frileuse, partir avec une tuque ou un boff, des gants, des manchons. Si la journée s'annonce quand même belle, prévoir enlever nos pantalons, partir directement en short. Puis, si vous êtes très tolérant au froid, le chien de mon voisin, il fait « Arr, arr, arr! » Fait que ça me déconcentre un peu. Si vous êtes très tolérant au froid, partez tout de suite en T-shirt et en short et ça sera parfait. Génial, merci beaucoup. Peut-être vous rappeler, Maxime, aussi que tous les départs de navettes qui se font de Tadoussac, en parlant de l'équipement, dépendamment de l'heure de votre départ, bien, vous avez quand même un temps d'attente sur le quai. Vous allez avoir un temps d'attente dans l'autobus parce que vous avez un déplacement de minimalement 30 minutes pour vous rendre au départ du 45, du 30 ou du 17. Et sur votre site de départ, vous avez une attente de 30 minutes. Fait que si j'additionne tous ces petits moments-là, ben, ça fait que si vous partez trop minimalement habillé le matin, ben, vous risquez de peut-être avoir froid. Fait que vous avez toutes les possibilités d'être bien habillé puis de laisser ça sur le départ. Et pour vous rassurer, vous avez du temps lorsque vous allez arriver sur vos sites de départ pour vous déshabiller,
mettre vos choses dans le drop bag et remettre à notre équipe de bénévoles vos sacs. Donc, vous avez le temps de faire tout ça là, sans souci, puis ils vont vous aviser. C'est le temps de donner les drop bags, c'est le temps de vous déshabiller. Fait que vous allez être avisé, là, puis vous ne manquerez pas votre départ, c'est certain, si vous avez enlevé vos pantalons. Génial. Est-ce qu'on avait d'autres questions, peut-être les gens dans le chat ou dans le Zoom, par rapport à l'équipement? Donc, si je n'ai pas d'autres questions, nous allons poursuivre avec notre prochaine section, qui est en fait des questions concernant donc, le jour même de la course. Donc, si vous avez des questions par rapport à comment gérer votre effort, comment s'assurer là, que je me rende à cette fameuse ligne d'arrivée-là, c'est le moment pour vous là, de poser des questions et aussi des questions sur les parcours, si jamais. Ah, donc on a une question quand même ici, on va y répondre. C'est bonjour, pouvons-nous arriver directement sur le site de départ? Est-ce que les visiteurs sont permis au départ? Marie-Christine, je vais te laisser répondre à cette question-là. Oui, Thomas, dépendamment de la distance que tu fais, tu peux arriver. C'est pas vrai, je recommence. Tu peux te faire porter par un membre de ta famille, par un ami sur tous les sites de départ. Sache toutefois que les spectateurs ne sont pas permis du tout, et ça, c'est pour tout le monde, sur le ravito du 17 km. Donc, je ne sais pas quel départ tu prends, Thomas, si c'est le 45. Si c'est le 45, tu peux venir Le te faire 45. le 45, tu peux venir te faire porter par quelqu'un. Toutefois, on ne tolère pas que les voitures restent pendant 2 heures de temps sur les sites parce que c'est quand même limité. On a des autobus qui circulent, mais tu peux te faire porter par quelqu'un sur ton site. Si ta famille, tes amis veulent venir te voir au passage au kilomètre 30, ils peuvent le faire. Donc là, on a un plus grand espace, des gens peuvent venir encourager, mais au 17 km, c'est interdit pour tout le monde. Et au 17 km, si vous vous faites porté par un membre de votre famille, vous ne prenez pas la lavette avec nous, le débarcadère va être très, très, très limité dans le temps. Donc, ça va être vous, la personne va arriver, elle va vous laisser, puis elle va devoir repartir immédiatement sans s'arrêter. Parce que là, on a un très gros achalandage au niveau des participants, au niveau des autobus, puis on est communément dans ce qu'on appelle un rang. Et il y a vraiment une question de sécurité. On ne peut pas se permettre qu'il y ait des gens qui s'accumulent en voiture. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est possible de te faire porter. Sachez que s'il y en a qui veulent se faire porter, à ce moment-là, quand vous allez arriver à Tadoussac, il faut que vous ayez l'assurance que quelqu'un va vous ramener en fin de journée parce qu'on n'offre pas la navette pour le retour, soit à Anse-de-Roche ou à Baie-Sainte-Marguerite en fin de journée. Je profite peut-être juste de l'occasion aussi pour vous dire que sur le site de Tadoussac, il y a des endroits de stationnement. Le stationnement est payant, mais il y a certains stationnements qui sont réservés pour les athlètes, dont entre autres le stationnement de la cale sèche. C'est des informations qu'on va vous redonner dans la réunion des athlètes, mais vous pouvez vous rendre en voiture directement à Tadoussac le matin, puis vous allez avoir amplement de place pour vous stationner à moins de 500 mètres du départ de la navette. Génial. Est-ce qu'on avait des questions concernant la course ou le parcours? Donc, je vais lancer le bal et si les autres, ça vous inspire pour des questions, n'hésitez pas. Donc, en fait, moi, Natacha, j'avais une question par rapport au plan d'entraînement. Si j'ai pris du retard dans mon plan d'entraînement, est-ce que je peux décider de compenser, entre guillemets, en faisant des plus grosses sorties dans les prochaines semaines pour arriver à mon objectif que je m'étais fixé? Non. En fait, la fameuse loi de quantification du stress mécanique, donc de ne pas en faire trop, de ne pas faire un passage de, par exemple, 10 km à 16 km pour éviter les blessures est super important. Fait que rendu à cette étape-ci, là, on est à peu près comptant cette semaine. Ben, on n'est pas à peu près comptant cette semaine, on est à 4 semaines de notre événement. Si on compte par à l'envers, donc si on part du 16 septembre, il faut considérer que notre semaine du 11 septembre et peut-être celle du 4 septembre sont des semaines d'affûtage, donc des semaines où on va faire peu de volume et où on va garder de l'intensité, surtout pour le 30 et le 45 km. Ça veut dire à ce moment-là qu'il ne nous reste que 2 semaines.
Fait que c'est important de considérer le volume qu'on a fait dans les semaines précédentes, tant au niveau d'heures de course dans la semaine que de longues sorties. C'est deux choses différentes. Et on ne doit pas augmenter ni l'une ni l'autre de plus de 10 Donc, si j'ai fait 10 km, ça a été ma plus longue, ben là, je devrais faire max 11 km. Puis, quand je vais m'attaquer à ma course, par exemple, à mon 17, ben je me dirais, je vais marcher juste un peu plus, je courrai un peu moins, puis je vais accepter de peut-être pas finir fraîche comme une rose. Donc, non, c'est pas le moment. Puis, dans le doute, consultez un professionnel comme un kinésiologue. Il y en a dans votre région. Moi aussi, je suis disponible pour répondre à ces questions-là, puis préparer vos dernières semaines d'entraînement. Mais non, surtout, ne compensez pas. Là, le plus important, c'est d'être en forme, d'être le mieux physiquement possible, de préparer cet événement-là avec une petite fébrilité, mais pas une nervosité qui est négative, puis de se sentir bien, puis d'être content d'être là. Pas d'arriver avec un mal de hanche, de genou, de cheville. Non. Génial. On a Thomas dans le chat qui a posé une autre question qui va être pour Marie-Christine. Concernant le 45 km, est-ce qu'il y a des parties qui sont un peu plus roulantes? Et est-ce qu'on prévoit d'envoyer une description, là, je veux dire, du parcours étape par étape? Ouais. Bonjour Thomas. Dans le guide du coureur qu'on va vous faire parvenir, vous allez avoir une description un peu plus détaillée des parcours. Mais si tu regardes, là, par exemple, les tracés qu'on a rendus disponibles, si tu regardes le dénivelé, là, tu vas voir que notre parcours est particulièrement costaud au niveau du dénivelé. Il n'y a pas beaucoup de sections roulantes entre les sections principales. Ce que j'explique, c'est qu'au départ, si tu fais le 45, tu vas avoir 3 km de sentiers de gravier parce qu'on est en territoire séparé. Donc, c'est à ce moment-là que les gens vont prendre plus leur position aux 45 km. Donc, ça, il n'y a aucune technicité, ça monte un petit peu. Mais après le 3 km, tout de suite, tu rentres dans quelque chose d'un peu plus costaud où là, il y a une montée et nos parcours sont particulièrement très, très racineux, très rocheux. On est sur un sentier pédestre de la CEPAC, mais c'est vraiment technique. Fait que je te dirais, quand la section, après tes 3 premiers kilomètres roulants, jusqu'au ravito du 30 km, tu vas avoir peu de sections, on va dire, un peu plus roulantes, où tu vas pouvoir prendre une vitesse là, qui est très, très constante. Avant l'arrivée du ravito du kilomètre 30, tu vas avoir une section, encore une fois, dans un chemin, je te dirais, dans un champ, dans un chemin, peut-être un 2 km, où là, ça va être un peu plus roulant. Lorsque tu vas repartir de ton deuxième ravito, on est à Anse-de-Roche. Tu peux peut-être voir là, des fois des photos qu'on a partagées. Là, tu vas avoir une section qui est plus sur l'asphalte ou sentier de vraiment là, un chemin. Une section de 2 km, mais c'est roulant, mais il y a une méchante grosse côte qui descend. Puis il y a une bonne côte qui remonte et qui n'en finit plus après, avant de rentrer de nouveau dans la section de la CEPAC. Fait que ça, c'est des parties un petit peu plus roulantes, moins techniques. Pour le 17 km, c'est un peu la même chose. À l'approche du ravito du 17 km, tu vas rentrer dans les lignes d'hydro. Ça va être un petit peu plus roulant, moins technique. Mais tout de suite après le ravito du 17 km, tu retournes dans le sentier jusqu'au prochain ravito à la station piscicole de Tadoussac. Là, il va te rester 4 km à courir. Dans Tadoussac, il ne faut pas penser que ça va être plus facile parce que vous arrivez à Tadoussac, vous êtes quand même dans des parcours qui peuvent être plus techniques, moins rocheux, mais il y a beaucoup d'escaliers. C'est magnifique, mais à la fin, les gens, il faut qu'ils gardent quand même les yeux au sol. Mais les 4 derniers kilomètres pourraient être considérés un petit peu plus faciles, entre guillemets. Génial. Thomas, si tu as d'autres questions concernant le parcours aussi, je peux t'inviter peut-être à nous écrire un courriel ou à nous écrire sur les réseaux sociaux, puis on pourra à ce moment-là peut-être te donner des spécifications un peu plus spécifiques là, par rapport à ça. De notre côté, on va continuer avec Natacha. En fait, là, on est prêt, on est entraîné, on arrive le matin de la course et là vient le temps du fameux réchauffement. Comment est-ce que je fais pour bien me réchauffer, pour être prêt à partir? Est-ce que je dois faire la fameuse morning run, hein, la course du matin? Comment ça se passe avec tout ça? Bien, je dirais que le plus important vient du mot que tu as dit, hein, parce qu'on parle plutôt d'un échauffement par rapport au réchauffement. Mais moi, je vous suggère de rester à réchauffer. Fait que bougez,
pour garder une certaine chaleur corporelle. C'est sûr que quand on va partir pour le 45 puis le 30 puis qu'on va le faire de manière plus participative, on ne s'échauffera pas avant, on va faire suffisamment de kilomètres dans notre journée. Par contre, ceux qui connaissent les éducatifs, les le A, le B, le C et même le D, les accélérations, vont peut-être les faire, puis vont ajouter à ça un petit échauffement de 1, 2, 3 kilomètres pour se préparer tant dans la tête que dans le corps. Mais pour la majorité des autres personnes qui vont faire le 30 puis le 45, même le 17, l'échauffement n'est pas nécessaire. Par contre, bougez suffisamment pour vous garder réchauffé. Pour la distance la plus courte, soit le 5 km, encore là, c'est une question de contexte. Est-ce que je le fais dans la performance ou dans le plaisir? Si je le fais dans la performance, mon échauffement est super important parce que plus ton effort est court, plus ton échauffement doit être long. Fait que dans le 5 km, aller, oui, faire les éducatifs, faire un petit jog, faire des accélérations, c'est une bonne idée si je veux le performer. Mais si moi, je me dis, ben, le 5 km, je le réalise, je suis une coureuse récréative, je veux faire ça dans le plaisir, je pars doucement puis je m'échauffe à travers mon événement. Voilà. Génial! J'en profite pour dire, Natacha aussi, je l'avais dit lors de la première rencontre, mais comme c'est annoncé sur notre site, le 5 km n'a pas le même départ que les 3 premières éditions. Donc, au lieu de partir sur la plage où là, c'était plus difficile de faire de la vitesse, là, nous allons partir sur le quai des Croisières, donc sur l'asphalte pour le premier 800 mètres. Ceux et celles qui vont vouloir faire de la vitesse, ils vont pouvoir en faire de la vitesse là. Parce que sur la plage, c'était difficile de le faire, c'était très, très incertain, mais d'où l'importance de bien justement arriver, ceux qui veulent performer pour ne pas se blesser, il va avoir possibilité de le faire, mais il faut quand même être avisé que par la suite, on rentre dans un petit sentier qui est un petit peu plus accidenté. Génial. Donc, parlant de sentiers, justement, on sait que le parcours du Belga Ultra Trail a beaucoup de côtes. Hein, et on entend souvent le fameux débat, est-ce que je dois marcher ou est-ce que je dois courir les côtes? Natacha, ton point de vue là-dessus? Bien, il y a 2 points importants à considérer. Le premier, c'est votre essoufflement. Si vous faites une distance qui est longue, soit, à mon sens, à moi, le 45, le 30 ou le 17, il faut que vous gardiez un essoufflement toujours en bas de 6 sur 10. Idéalement, si vous faites le 45, même dans votre essoufflement, là, gardez 4, 5 d'essoufflement sur 10, il faut que vous soyez toujours capable de jaser avec le prochain trailer là, qui va essayer de venir voir un peu puis voir si vous allez bien. Là. Fait que ça, c'est un bon indicatif. Fait que c'est une question d'essoufflement. Fait que si je dis, ouais, mais je vais courir la côte et je m'accote à 8, 9 sur 10 d'essoufflement, on va se calmer les nerfs un peu puis on va changer notre course pour de la marche. Puis pourquoi? C'est parce qu'on veut se garder des cartouches pour pouvoir réussir notre événement. Fait que ça, c'est la loi non écrite d'un ultra. C'est de vraiment être capable de se garder de l'énergie. La deuxième chose, ça dépend de votre entraînement. Si vous avez fait beaucoup de côtes à la course, ça veut dire que votre corps est prêt à pouvoir faire des côtes à la course. Alors là, essayez-le. Voyez où est-ce que ça va, votre essoufflement, à travers le défi qui va vous être présenté. Parce qu'il y a des côtes de même, il y en a des mêmes aussi. Fait qu'il y en a certaines qu'on peut courir, il y en a d'autres moins. Fait qu'allez-y vraiment avec votre essoufflement puis avec la distance que vous allez réaliser en fonction de l'entraînement que vous avez fait. Si je fais un 17 puis que je suis habituée dans la vie de courir des 50, là, ben peut-être que je peux me donner un petit peu plus puis je le sais que j'en ai des cartouches en arrière de la cravate. Là. Mais c'est la première fois que je fais la distance de 30 km, ben là, je vais me garder un peu d'énergie pour finir dans le plaisir. Voilà. Justement, parlant de côtes, là, on a parlé des côtes qui montent, c'est l'heure de parler des côtes qui descendent. On sait le parcours du Belga Ultra Trail est très technique hein, au niveau des racines, des roches. Et là, je pense particulièrement à la descente du mont Adelaar-Lessard à la fin, qui est très technique. Est-ce qu'on pourrait avoir des trucs ou des astuces pour nous aider à bien descendre ces fameuses côtes-là?
Les côtes, c'est super technique. Pour être un bon descendeur, il faut en avoir fait. Puis ça demande des habiletés qu'on va développer dans d'autres sports aussi, autres que la course en sentier, dont le vélo de montagne. Souvent, les gens qui font du vélo de montagne, ils descendent beaucoup plus vite. Il y a comme deux façons de descendre. Il y a la façon all-in où je descends puis je me retiens le moins possible, je me laisse aller. Cependant, si je fais ça, ça me prend une super bonne lecture du terrain. Puis je peux être consciente que si je tombe, ben ça va aller un petit peu plus vite dans le, dans le, dans le temps où je vais passer de dans les airs à la terre. Puis si je suis moins à l'aise avec les descentes, ben moi, je recommande toujours d'y aller un petit peu plus sur les talons, d'y aller comme en position assise pour bien travailler les quadriceps puis les stabilisateurs du tronc. Fait qu'au lieu de rester sur le bout des pieds, puis tu sais, si vous êtes plus peureux, là, allez-y, essayez de vous asseoir. Ben pas vous asseoir là, au sens propre, là. Mais tu sais, de vraiment mettre plus votre centre de gravité vers l'arrière. Comme ça, vous allez éviter de chuter. N'oubliez pas que si la surface elle est mouillée, les racines, c'est très glissant. Fait que si vous avez le choix entre une racine et une roche, vous pilez sur la roche. Faites attention aux espaces qui vont être boueux, qui sont très glissants, donc très menaçants en descente. Puis même chose s'il y a de la glaise aussi, là, où est-ce que le pied part assez vite. Fait que si vous êtes un bon descendeur, une bonne descendeuse à la base, on y va en ligne, on lit notre terrain, donc on a un regard vers l'avant, au 45, puis devant nous qui balaye en tout temps, puis on y va. Puis sinon, on adopte la position un petit peu plus assise, un petit peu plus sur les talons. Génial! La, la descente dont Maxime vient de vous parler, qui est le mont Adélac-Lessard, elle se situe 6 km avant d'arriver à l'arrivée à Tadoussac, là. Donc, ça va être important. C'est une descente de plus de 1,5 km, qui est quand même très, très abrupte, qu'il y a des roches, qu'il y a des racines, qu'il y a des ponts. Dépendamment des conditions météo, ça peut être effectivement très, très glissant. Et laissez-vous pas prendre au jeu en vous disant, je vais tout me donner dans la descente, parce qu'après, quand vous allez arriver sur le bord du lac, c'est là que vous avez des risques de cramper, puis des risques de trouver que là, la fin du parcours va être plus difficile parce qu'il va rester quand même des côtes. Fait que oui, c'est notre dernière grosse côte à descendre, mais il vous reste quand même un parcours quand même assez vallonneux pour le reste des 6 km. Fait que moi, je vous dirais, si c'est votre première fois, vous ne connaissez pas notre parcours, gardez-vous une petite gêne dans la descente du mont Adélac-Lessard. Dans le meilleur des mondes, il va vous rester plus de cartouches à la fin et vous allez avoir plus de plaisir pour faire les 6 derniers kilomètres. Donc, génial. J'aurais une dernière question là, concernant le bloc parcours et course. Et on le sait, des fois, on se laisse entraîner dans cet effet de course, cet effet de gang-là, surtout au départ, quand les gens partent rapidement, partent en peur des fois. Comment est-ce que je peux m'assurer là, de garder mon rythme, surtout dans les premiers kilomètres, là, pour justement pour pas me brûler et avoir toute l'énergie nécessaire là, pour compléter ma course? Bien, premièrement, c'est d'essayer de se placer à la bonne place dans le peloton de départ. Puis ça, c'est tout le temps difficile parce que les coureurs, ce qu'on fait, c'est qu'on juge le monde avec leur kit. Fait que là, on se dit, ben moi, mon kit, il est beau, je devrais m'en aller plus en avant ou j'ai plus un chandail. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'on va regarder puis qu'on va comme avoir peur, mais essayer de vous placer à la bonne place dans le peloton, dans le bloc de départ. Ça, c'est super facilitant. Je dirais que c'est souvent beaucoup plus agréable de dépasser que de se faire dépasser. Fait que allez-y avec un petit pas de recul. Poussez pas les gens aussi. Si vous avez à dépasser, là, choisissez votre moment pour pouvoir le faire. Comme Marie, elle le disait, généralement, vous avez un espace là, pour pouvoir prendre votre place au début. Puis, partez pas trop vite. Les gens de la tuile là, sont super sympathiques. Vous avez à dire, hein, si vous voulez dépasser seulement, je vais passer à ta droite, je vais passer à ta gauche. Puis, attendez que la personne vous dise oui, c'est beau, vas-y. Puis, souvent, même, les gens vont se tasser pour pouvoir vous laisser passer. Fait que j'essaie de me placer à la bonne place dans le peloton avec un petit peu de gêne. Fait que je me recule. Tu sais, je pars pas en peur, donc je m'en vais pas dépasser à toute allure au départ. Je peux dépasser un peu si je vois que la vitesse là est très, 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 très confortable pour moi. Puis dans les sentiers, ben je me permets de dépasser au besoin, mais j'avise la personne que je vais dépasser ou les personnes que je vais dépasser et je m'attends à la même chose des autres coureurs. Soit dit en passant, des fois, on court aussi avec des gens. Donc, des fois, on a un groupe de 2 ou de 3.
puis on se dit, OK, on dépasse-tu cette personne-là? Oui, c'est beau. Fait que vous pouvez dire à la personne, on est 3 et on passe à ta droite. Ou on est 3 et on passe à ta gauche. Fait que choisissez le bon moment pour dépasser. Ça répond-tu, ça? Un moyen, hein, mais Non, ça on, répond très bien à ma question. on Mais part ça tout le répond. temps un petit peu vite quand même. On est, oh là là! Oui, on a deux risques en course en sentier. Soit qu'on part trop vite ou même quand on est. Le risque, c'est de suivre quelqu'un de trop rapide ou de suivre quelqu'un de plus lent que nous. Fait que ça aussi, moi, je dis toujours, il ne faut pas s'endormir aussi dans une course. Des fois, on suit quelqu'un, puis là, on ne réalise pas que notre pace est en train de descendre, puis là, on se dit, hey, finalement, je suis capable d'aller plus vite. Fait que aussi, il faut s'écouter, il faut être en mesure de dire, bien, cette personne-là, effectivement, peut-être que je serais mieux de la dépasser parce que c'est moins rapide que ce que je suis capable de faire. Ou la personne qui est en avant de moi, ben, peut-être qu'elle va un peu trop vite, puis là, mon essoufflement, comme dit Natacha, il est peut-être un peu trop rapide, puis c'est à moi de bien se connaître, mais ça vient avec l'expérience. Je pense que vous allez être en mesure de bien, bien juger de ces éléments sur le parcours. Donc, génial. Est-ce qu'on avait d'autres questions, peut-être les gens dans le chat ou directement, vous pouvez ouvrir votre micro pour la poser aussi par rapport à ce qui concerne vraiment plus la course et le parcours en particulier? Non? Donc, on va continuer avec notre troisième et dernier bloc, qui est un bloc qui, selon moi, est le plus important. C'est le bloc qui concerne les blessures. Donc, je vais lancer le bal encore avec une question que je pense que beaucoup de gens vont se poser peut-être durant la course. Donc, si je développe une douleur pendant la course, est-ce que je dois arrêter? C'est quoi les signes auxquels il faut que je me fie pour me dire, OK, là, je dois arrêter ma course ou je peux continuer? En fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte quand on va avoir une sensation pendant une course. Premièrement, c'est ça me coûte quoi de continuer sur cette blessure-là? Tu sais, si c'est une blessure qui est plus aiguë, ça me coûte quoi? Ça fait-tu 1 an et demi que je me prépare pour pouvoir réussir mon 30 km? Puis après ça, je sais que je suis off d'entraînement ou que je vais pouvoir aller nager ou faire du vélo pendant quelques semaines. Si la réponse est oui, tu sais, si c'était vraiment dans votre cœur de réussir ça, bien, vous pouvez peut-être courir sur la blessure un petit peu plus longtemps. Si c'est une douleur qui est en bas de 3 sur 10, généralement, on la toffe. Puis le toffer, tu sais, on la toffe parce que des fois, notre corps il va réagir à la différenciation de parcours, au changement d'intensité. Fait que c'est correct, puis ça se peut même que ça s'estompe pendant la course. Si vous êtes incertain, le Béluga Ultra Trail a une belle équipe là, médicale derrière. Vous pouvez aller vous faire évaluer aussi par un physiothérapeute pendant l'événement. Fait qu'il va regarder ou elle va regarder si vous êtes en mesure de continuer ou si vous devriez arrêter. Puis, avec son côté professionnel, c'est le genre de questions qu'elle va vous poser aussi, à savoir est-ce que c'est vraiment important pour vous de réussir cet événement-là. Elle va peut-être vous conseiller de prendre les bâtons si c'est quelque chose que vous aviez dans votre sac. Chose certaine, si vous avez une sensation au pied, vous sentez que vous êtes fait une foulure sur le parcours, n'enlevez pas votre chaussure avant d'être arrivé à un ravitaillement ou avant de savoir de pouvoir être sorti par quelqu'un dans le parcours. Pourquoi? Parce que la chaussure a un effet de compression sur la foulure. Puis si vous enlevez votre chaussure, ça va faire pouf, puis là, vous ne pourrez plus la remettre, puis vous allez être pogné, pieds nus, dans le sentier, avec personne pour vous sortir. Fait que si on a mal à la cheville, au pied, on n'enlève pas notre soulier. Si on a besoin de se faire évaluer, on va l'enlever quand on va avoir le professionnel avec nous, avec la certitude qu'on va pouvoir être sorti. Donc, pour ce qui est des physios, je vais quand même compléter là-dessus. Donc, il va y avoir des physios un peu partout sur le parcours, entre autres au ravito, donc, et qui est aussi le départ du 30 km. On va avoir des physios sur place, ainsi qu'au ravito et au départ du 17 km, on va avoir des physios sur place. Et à la ligne d'arrivée aussi, on va avoir une équipe médicale qui va être prête à vous assister. Donc, à tout moment, si vous avez besoin de consulter, là, il va y avoir des professionnels pas trop loin pour vous aider. Et comme Natacha dit, c'est vraiment important là, peut-être d'aller chercher des fois une deuxième opinion parce que des fois, on peut minimiser peut-être des fois la douleur ou une blessure et une deuxième opinion là, professionnelle, ça peut faire toute une différence si vous voulez pouvoir faire du sport longtemps.
On a abordé un peu les foulures. On sait que c'est quelque chose qui arrive énormément en course en sentier, hein, avec le terrain qui n'est pas très égal. Il y a des gens qui, des fois, vont avoir la technique de prendre des anti-inflammatoires avant la course pour prévenir ça, par exemple, des acétaminophènes. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles ou pas? Non, 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 non. Les études sont claires, c'est pas une bonne idée, tant au niveau cardio-respiratoire, au niveau métabolique, de prendre des ibuprofènes, des acétaminophènes avant une course, qu'au niveau des sensations corporelles. Il faut être en mesure de sentir la douleur qu'on a pour être capable de bien l'évaluer, puis pouvoir continuer. Fait que moi, c'est pas quelque chose que je vais recommander avant une course. On parle de médication, Maxime, et de douleur et tout. Pour compléter ce dont Maxime vous parlait tout à l'heure, on a effectivement une équipe de physio à chacun des ravitaillements, mais vous avez aussi, on a des médecins qui sont sur place lors de l'événement. Donc, si vous avez un autre problème de santé ou quelque chose, là, on peut avoir un autre avis médical en ce sens-là. Et on a une équipe aussi d'encadreurs. Donc, on a une équipe de super encadreurs et on a des gens sur le parcours, l'équipe de Jean Fortier là, du Québec Méga Trail qui sont nos partenaires là, au niveau de la sécurité depuis plusieurs années. Donc, l'équipe de gens se promenait et pas toujours dans le même sens que vous. Des fois, vous pouvez les rencontrer à contresens et si jamais vous avez besoin d'assistance, ce sont vraiment nos yeux et nos mains et nos pieds sur le parcours. Donc, vous êtes vraiment bien entourés sur les zones un peu plus isolées. Et pour vous rassurer, on a quand même des zones d'extraction possibles à plusieurs endroits sur le parcours. Donc, vous ne serez pas pris pendant 45 km à devoir marcher. Et si jamais il y a vraiment un gros pépin, mais à ce moment-là, on va vous sortir par bateau. C'est ça la beauté d'être sur le bord du fjord du Saguenay. Fait qu'on espère pas avoir utilisé cette ressource-là, mais c'est des choses qui sont disponibles si jamais les blessures sont trop graves et on ne peut pas vous déplacer autrement. Génial. Ensuite, je peux peut-être continuer avec une autre blessure en fait, pas une blessure, mais une autre douleur qu'on peut voir souvent chez les coureurs de trail, hein, les fameuses crampes qu'on peut ressentir. Natacha, est-ce que tu as des trucs pour éviter justement là, de cramper durant la course? La crampe peut être à plusieurs endroits. On peut l'avoir au niveau de la cuisse, du mollet. Souvent, ça va arriver au niveau des membres inférieurs, puis aussi au niveau abdominal. La science n'est pas encore claire à savoir qu'est-ce qui explique la crampe ou qu'est-ce qui la cause, en fait. Fait qu'il y a plusieurs hypothèses qui sont soulevées, dont le déséquilibre des électrolytes. Donc, on parlerait du déséquilibre entre le sodium, le potassium et le magnésium. Donc, c'est une bonne idée de s'assurer d'avoir soit des suppléments contenant ces électrolytes-là. Généralement, quand vous avez une boisson d'électrolytes, vous avez tout dedans. Puis de boire, d'en consommer suffisamment, mais pas trop. Donc, il faut s'être pratiqué un petit peu avant. En ce qui concerne les crampes au niveau des membres inférieurs, donc cuisses, mollets, généralement, le massage et l'étirement vont nous aider à faire passer cette crampe-là. Fait qu'une crampe, c'est une contraction musculaire. C'est le muscle là, qui a fait oh! C'est ou un court-circuit électrique, là, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans notre muscle. Si c'est une crampe au niveau abdominal, c'est aussi généralement une crampe musculaire. Un truc infaillible que j'ai, c'est la respiration, en fait, la fausse respiration de la femme enceinte. Je vous l'explique, elle marche presque à tout coup. Je prends une grande inspiration et je vais expirer par petits coups. Et au dernier, je vais tout laisser sortir mon air jusqu'à aller dans ma bédaine profonde. Fait que je fais ça à plusieurs reprises. Vous pouvez même l'essayer, là, ceux qui sont en présentiel avec nous, puis même ceux qui sont en réécoute. Donc, ça, là, c'est mon truc. Tout le monde me dit, ben voyons, ça marche. T'sais, ils ont tout essayé, là. Ils ont essayé la pression, se pencher, arrêter, manger. Non, ça, la respiration, je l'appelle d'ailleurs la respiration de Natacha, c'est le truc. Je ne l'appelle pas de même, mais ça marche bien. J'ai le même truc que toi, Natacha. Ah, ben, c'est-tu moi qui te l'ai donné ou toi qui je pense que je dis ça à mes filles depuis qu'elles sont tout petites. Fait que j'imagine que... Bon, c'est peut-être toi qui me l'as donné. Mais ça marche au bout de ce truc-là. Ouais. Génial!
On va tous la pratiquer avant de se coucher ce soir pour être sûr de ne pas avoir le fameux point avant de s'endormir. Est-ce que j'ai des personnes dans le Zoom qui avaient des questions générales, peu importe sur quoi, qui auraient voulu poser à Natacha ou à Marie-Christine? C'est le moment de vous manifester si vous avez une question. Commentaires, Oui, suggestions, appréciations. excusez, on voit plus mon visage. J'ai de la misère avec ma caméra. C'est toujours la même que poser une question au début, Geneviève. Dans le fond, j'anticipe la réponse. Là. Il m'est arrivé. J'ai de la misère avec mon téléphone. J'arrive pas à ouvrir la caméra. Je suis désolée. Est-ce que vous Il n'y a pas de m'entendez? problème. Et on vous entend bien. OK. Vous m'avez vu le visage de toute façon. Dans le fond, il m'est arrivé la pire balle qui pouvait arriver avant-hier. Avec nos sentiers boiteux, tu sais, je parlais de sentiers boiteux. Je me suis cassé une côte. Est-ce que c'est réaliste d'anticiper la course ou je peux le reporter et jusqu'à quand je peux reporter? Est-ce qu'il y a possibilité de le reporter? C'est pour ça que, je voulais vous parler, là. Je sais que j'aurais dû le faire en privé, là, mais c'est un peu la fin du monde parce que ça fait 2 ans que j'anticipe cette course-là, moi, de tout cœur, là. Pour la coach, je vais laisser Natacha répondre. Pour le reste, je pourrais vous Oui, répondre. parfait, pour la merci. Pour la côte, là, ça va vous prendre une évaluation. Je vous conseille d'aller en physiothérapie à moins que vous ayez déjà votre radiographie. Vous pouvez Oui, je apporter l'ai. apporter la radiographie en physiothérapie sportive, puis vous allez avoir les recommandations de ce professionnel-là. Assurez-vous vraiment d'aller voir un physiothérapeute là, qui s'y connaît en sport, qui est habitué avec l'hyperventilation, avec l'expansion des poumons. Fait que je sais pas dans quelle région que vous êtes, là, mais Je vous suis de pouvez... Québec, j'ai une physio ultra traileuse. Je ne sais pas si vous la Bon, connaissez, Marie-Ève Pellan, mais en bon, tout cas, allez voir Marie. Allez voir Marie. Prenez un rendez-vous cette semaine avec Marie. Marie, elle va vous aiguiller à ce niveau-là. je la vois vendredi, là. Parfait. C'est ça. Marie, elle va vous dire qu'est-ce qu'il y en est. C'est parfait. Elle Bon, est ben, c'est parfaite. parfait. Excellent. Puis si jamais, je vais quand même répondre à votre deuxième question, si jamais Oui, ce n'est pas possible de participer à la course, selon la politique de transfert des inscriptions, de gestion des inscriptions, vous avez jusqu'au 1er septembre pour transférer votre inscription OK. à une deuxième personne. Donc, il faut que ça soit fait. Là, si vous voyez Marie-Ève la semaine prochaine, ça sera de voir avec elle. Donc, c'est possible de le faire. Le report volontaire à l'an prochain n'est malheureusement pas possible. Donc, la seule option OK. que vous allez avoir, puis déjà là, c'est une bonne option puisqu'il y a beaucoup de courses que vous ne pouvez pas faire de transfert ni demander de remboursement. Fait que vous êtes chanceux au OK. de pouvoir le faire. Fait que la date limite, c'est vraiment le 31 août à minuit. Fait que le 1er septembre, ça ne sera plus possible de le faire. Bon, ben, parfait. Merci de la réponse. De rien. Puis je vais répondre à la question qui était dans la discussion. J'ai manqué le début, j'ai compris qu'on allait recevoir. Oui, vous allez avoir un guide de l'athlète. Vous pouvez déjà aller sur le site belugaultratrail.ca. Vous avez un onglet qui s'appelle déjà Guide de l'athlète, dans lequel vous avez beaucoup d'informations. Vous avez l'horaire, les parcours, vous avez les différentes informations sur la course ou aller chercher vos dossards. Donc, vous avez déjà beaucoup de choses qui se retrouvent sur le site belugaultratrail.ca, mais vous allez recevoir une copie un peu plus complète là, du guide de l'athlète. Et pour ce qui est de la réunion des athlètes, elle est déjà indiquée dans l'horaire. Elle aura lieu le mardi 5 septembre à 19h sur Zoom. La rencontre sera enregistrée. Moi, je vous suggère quand même toujours d'être présent pour pouvoir poser vos questions. C'est un peu plus convivial aussi, mais sinon, on va être enregistré comme la rencontre d'aujourd'hui qui va pouvoir être partagée à tout le monde. J'espère que ça répond à ta question. Est-ce qu'on avait d'autres questions des gens qui sont présents avec nous ce midi? Parfait. Donc, si jamais vous avez des questions que vous n'osez pas poser avec tout le monde, vous pouvez rester avec nous après pour nous les poser. Aussi, vous pouvez nous rejoindre directement sur nos réseaux sociaux, Trail Saglac sur Facebook et au Beluga Ultra Trail sur Instagram. On est aussi rejoignable, bien sûr, par mail si jamais vous avez des questions
on est toujours disponible là, pour vous aider à vous préparer et à répondre à ces questions. La rencontre d'aujourd'hui a été enregistrée et va vous être partagée par mail dans les prochains jours là, après. Donc, pour ceux qui ont manqué un bout ou qui veulent la partager peut-être à des amis ou à des athlètes qu'ils connaissent qui font la course, vous allez être les bienvenus. Tout ça va être disponible rapidement. Je pense qu'on peut dire aussi un très gros merci à Natacha encore d'être là avec nous et de nous aider, de répondre à toutes nos questions. Merci Natacha. Si jamais vous avez besoin aussi de l'aide d'un professionnel, sachez que Natacha là, est disponible dans le coin de Québec, si jamais. Donc, sur ce, on va pouvoir se quitter pour ceux qui n'ont pas de questions. Et nous, on va rester dans le chat encore quelques minutes là, si jamais des gens veulent nous poser des questions un peu plus en privé. Merci, au plaisir de vous voir le 5 septembre lors de la réunion des athlètes. Merci!